Bonjour, je me propose de vous parler quelques instants de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque consiste en des exercices de respiration qui vont vous permettre de trouver plus de calme, plus d'équilibre et plus de sérénité à la fois au plan physique et au plan psychique. Ces exercices peuvent être utilisés ponctuellement en cas de besoin, mais c'est la régularité de la pratique qui va faire que vous trouverez un équilibre satisfaisant et une relation plus saine et plus sereine à votre environnement. Nous avons oublié en Occident l'importance de la respiration dans l'équilibre général à la fois physique et psychique. Et on trouve dans des cultures, des traditions et des spiritualités plus anciennes la trace de ces pratiques, notamment en Occident dans l'Égypte ancienne, mais aussi au troisième millénaire avant Jésus-Christ, dans des écrits chinois et la tradition taoïste. Chez les hindous, à la même période, avec la pratique du pranayama, héritée de la tradition védique. Mais alors, de quoi parlons-nous quand nous parlons de cohérence cardiaque? Dans mes pérégrinations intellectuelles, j'aime à relier cet exercice à la pensée de Blaise Pascal qu'il exprimait à propos de la religion. Citation bien connue, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Évidemment, à l'époque, sur le plan philosophique, Pascal cherchait à nous démontrer qu'il n'y avait pas de lien entre la foi et la raison. Mais cette métaphore, nous pouvons l'appliquer au lien qu'il peut y avoir entre le cœur, les émotions, le stress et finalement la respiration. L'ensemble de nos fonctions vitales sont contrôlées par le système nerveux autonome, divisé en deux branches, système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est plutôt associé à l'action, c'est-à-dire à l'ensemble des mécanismes qui vont nous permettre d'être en adéquation avec notre environnement, d'agir et de réagir, d'être en alerte et de préparer l'activité, alors que le système nerveux parasympathique, lui, est principalement dédié à la régulation et à l'équilibre physiologique des principales fonctions vitales de l'organisme. Il contribue notamment à conserver l'énergie dont nous avons besoin pour parer à toutes les situations. Si le cerveau envoie des informations dans tout l'organisme, les différentes cibles de ces informations renvoient également des messages au cerveau, c'est ce qu'on appelle l'effet feedback. Et le cerveau peut à ce moment-là, à son tour, les répercuter et moduler l'action des différents systèmes. Une respiration profonde et régulière va provoquer une équilibration de la variabilité de la fréquence cardiaque. Nous verrons cette notion dans quelques instants. Par la stimulation du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome cardiaque enverra un message au cerveau qui répercutera ce message de cohérence physiologique sous la forme d'une stimulation du système nerveux parasympathique qui va lui permettre de réguler nos émotions. Cette donnée est particulièrement intéressante parce que l'on sait que le système autonome cardiaque, le système nerveux autonome cardiaque, renvoie 4 fois plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit du cerveau lui-même. La chaîne de réaction déclenchée par ce feedback déclenche la libération de médiateurs, que sont les neurotransmetteurs, les hormones, du bien-être, du plaisir, de l'analgésie et de la régulation de l'humeur. La cohérence cardiaque envoie donc un message au cerveau émotionnel, système limbique et amygdale notamment, l'amygdale étant particulièrement le siège des émotions, qui provoque une chaîne de réactions neurologiques et hormonales, activant les systèmes de la détente, du plaisir, de l'analgésie, du bien-être. En quelque sorte, l'équilibre psychique notamment, mais l'équilibre physique également. La variabilité de la fréquence cardiaque et la cohérence cardiaque sont des notions spécifiques. À l'inspiration, le rythme cardiaque s'accélère par la stimulation du système nerveux sympathique, alors qu'il diminue à l'expiration par la stimulation du système nerveux parasympathique. Ceci aboutit à la variabilité des intervalles temporels entre deux contractions. Ce temps entre l'expiration et l'inspiration peut varier. C'est ce qu'on appelle cette fameuse variabilité des intervalles temporels entre deux contractions. La variabilité de la fréquence cardiaque peut être considérée comme un témoin du transfert d'informations entre le système nerveux autonome et le cœur. Ainsi, une variabilité de la fréquence cardiaque élevée permet une meilleure transmission de l'information au cœur, ce qui lui permet une meilleure adaptation à l'environnement externe et à l'état psychique.
Lorsque cette variabilité de la fréquence cardiaque est symétrique, elle est parfaitement harmonieuse, elle est cohérente, et lorsque cette variabilité de la fréquence cardiaque est chaotique, cela peut traduire l'activation du système physiologique de réponse au stress, et notamment du système nerveux sympathique, ou dans un autre registre, éventuellement une pathologie cardiaque. C'est cet état d'équilibre, connu en termes médicaux comme l'arythmie sinusale respiratoire, auquel les exercices de respiration vont conduire, que l'on a appelé la cohérence cardiaque. Il témoigne d'une bonne écoute du cœur aux signaux que lui adresse le système neurovégétatif, et un cœur sous influence d'un stress catécholaminergique perd cette qualité d'écoute. Alors vous pourrez voir ici sur ce tableau quelques effets du système nerveux autonome sur l'organisme. Évidemment, l'action diffuse partout dans l'organisme, sur les muscles cardiaques, les muscles lisses, le système glandulaire. Les organes cibles vont du cœur au vaisseau sanguin, aux poumons, au tube digestif, à la vessie, les yeux, les organes génitaux, le foie, les cellules adipeuses, le pancréas exocrine, les glandes sudoripares, la glande surrénale, médullosurrénale et corticosurrénale qui n'apparaît pas dans ce tableau et qui sécrète le cortisol notamment, le pancréas endocrine. L'ensemble de ces systèmes et de ces organes sont reliés entre eux par le système nerveux autonome qui va influencer l'activité de tous les organes et de tous les systèmes. Que pouvons-nous attendre précisément des exercices de cohérence cardiaque? Quels sont les bienfaits du système nerveux parasympathique? Lorsque vous pratiquez un exercice de cohérence cardiaque, vous allez ressentir immédiatement, en quelques minutes, une sensation de bien-être et de calme. Évidemment, cette sensation de bien-être et de calme va se prolonger dans le temps par l'activation des systèmes endocriniens et de la mise en jeu des neurotransmetteurs, notamment l'ocytocine, la dopamine, la GABA, la sérotonine et les endorphines. Il y a également une augmentation de l'efficacité du système immunitaire par la mise en jeu de l'acétylcholine et de la noradrénaline, et notamment, cela favorise la production des lymphocytes T qui sont en particulier impliqués, par exemple, dans la défense naturelle contre le cancer. Il y a une augmentation de l'attention et de la concentration par la mise en jeu de la noradrénaline, un contrôle de la douleur par la mise en jeu des endorphines que connaissent bien les sportifs, la diminution de la réactivité émotive par la mise en jeu de l'ocytocine, de la dopamine, de la GABA, de la sérotonine et encore de la noradrénaline, la diminution des troubles du sommeil et de l'anxiété, et notamment par la mise en jeu de l'ocytocine, mais toujours également noradrénaline, dopamine, GABA, sérotonine. Une meilleure gestion du stress avec la régulation parasympathique de la sécrétion du cortisol, un contrôle du poids plus aisé par la neutralisation du cortisol. Globalement, on peut considérer qu'il y a une harmonisation des différents systèmes du corps, respiratoire, immunitaire, cardiaque et digestif, et une stimulation de l'immunité, notamment l'immunité cellulaire à lymphocytes T. Il y a également une augmentation du taux de DHEA. La DHEA est cette molécule qu'on a baptisée joyeusement l'hormone de jouvence, qui peut aider notamment, en théorie du moins, à ralentir le vieillissement. La baisse de son taux est corrélée à des maladies liées à l'âge, comme les chutes, l'ostéoporose, la dépression, l'athérosclérose et des troubles sexuels. La baisse de la tension artérielle est également à mettre au compte de l'exercice de cohérence cardiaque chez les hypertendus. Tous ces mécanismes mettent en jeu ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs appartiennent à différentes catégories, et notamment, par exemple, les monoamines, qui sont synthétisés à partir d'un acide aminé. On trouvera dans cette catégorie des catécholamines, qui sont dérivés de la tyrosine, avec la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. L'adrénaline et la noradrénaline sont sécrétées par la glande médullosurrénale. La sérotonine, qui dérive du tryptophane, le GABA, dérivé de l'acide glutamique, l'histamine, dérivé de l'histidine. Mais on considérera également les endorphines, les acides aminés et d'autres substances chimiques comme l'acétylcholine, l'adénosine et l'anandamide. Vous pourrez voir sur les différents tableaux qui se succèdent
la composition moléculaire de ces différentes substances et leur action. Alors, quel est le lien entre le stress et le cortisol, qui, je le répète, est sécrété par la glande cortico-surrénale? Le cortisol est une hormone qui est fabriquée en grande quantité et qui obéit à un rythme de fabrication bien précis et circadien. Elle joue un rôle essentiel dans l'équilibre du glucose sanguin et la libération de sucre à partir des réserves de l'organisme en réponse à une demande accentuée en énergie. Le cortisol intervient aussi dans le métabolisme des graisses et des protéines. Il joue également un rôle d'anti-inflammatoire et participe à la régulation du sommeil, d'où l'implication du stress dans les troubles du sommeil. La sécrétion du cortisol suit un rythme fixe et elle est maximale entre 6h et 8h du matin, ce qui permet à l'organisme de préparer sa journée à l'action, et elle décroît jusqu'au soir où elle est minimale pour préparer l'entrée dans le sommeil. La sécrétion est stimulée par le système sympathique et notamment dans les états de stress. Dans des situations de stress chronique, l'imprégnation constante de l'organisme finit par déclencher une immunodéficience, une susceptibilité aux infections, des maladies cardiovasculaires, cancéreuses, métaboliques et notamment, par exemple, l'apparition d'un diabète de type 2. Chez l'adulte, la sécrétion de la mélatonine augmente quand le cortisol diminue. Chez les personnes souffrant de troubles du sommeil, l'administration de mélatonine exogène au crépuscule avance de quelques heures l'horloge circadienne. Le vieillissement entraîne une diminution de la production de mélatonine, un décalage, un retard en quelque sorte, du pic de mélatonine, alors que la production de cortisol augmente et que son pic se produit plus tôt dans la nuit. Ceci est en lien notamment avec les troubles du sommeil chez les personnes âgées. Chez les insomniaques, chez les schizophrènes, les patients déprimés dont la production de mélatonine est faible et retardée, l'administration de mélatonine à libération prolongée en soirée permet de remédier à une production précoce de cortisol avec une amélioration de la qualité du sommeil, de la pression sanguine et du métabolisme de l'humeur. Malheureusement, notre système de survie ne fait pas la différence entre tremblement de terre et un anodin bouchon de circulation. Il reçoit le message d'une situation qui est une menace, il réagit comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Vivre des tensions de façon répétitive a des conséquences. L'adrénaline et le cortisol sont alors constamment sécrétés en grande quantité dans l'organisme qui en est constamment imprégné. Le rythme cardiaque reste élevé, de même que la pression artérielle et le taux de sucre sanguin. Dans une réponse au stress, les cellules du corps sont insensibles à l'effet de l'insuline, ce qui a pour rôle de diminuer le taux de sucre sanguin. Le corps garde toute son énergie, dont le sucre, afin de se défendre. Cela explique le lien entre l'exposition chronique au stress et le développement du diabète de type 2, qui est caractérisé par une résistance à l'insuline. Quand l'organisme est contraint de produire adrénaline et cortisol jour après jour, le corps doit renouveler constamment ses réserves d'énergie. Il en emmagasine donc sous forme de tissu adipeux. C'est une solution pratique car le cortisol sécrété par les glandes surrénales, situées au-dessus des reins, y a ainsi facilement accès. Au besoin, il puisera dans ses graisses pour les transformer en sucre. Bien des grands stressés se retrouvent donc avec une bedaine de stress. Quels sont les ravages du stress chronique ? Surutiliser notre mécanisme de défense risque en outre de se dérégler. De plus en plus d'études scientifiques montrent qu'un déséquilibre dans la sécrétion des hormones du stress précède des maladies dites de civilisation, comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et même la dépression. Ce sont notre bagage génétique et les facteurs de notre environnement qui font en sorte que ces maladies se développent ou non. Une concentration excessive de cortisol affecte aussi le cerveau. À long terme, elle peut être toxique pour les neurones. Des chercheurs de l'hôpital Douglas à Montréal ont découvert que trop ou pas assez de cortisol provoque des troubles de mémoire
chez des personnes âgées et des difficultés d'apprentissage, y compris chez des adultes jeunes. S'il est constamment sollicité, le mécanisme de protection risque de s'épuiser et le cortisol peut venir à manquer. Le résultat, un trop faible taux de cortisol dans l'organisme, ce qui peut mener à de l'anxiété et à de l'épuisement. L'ocytocine, hormone bien connue du plaisir, est sans doute un magnifique passeport pour le bien-être. C'est l'hormone anti-stress par excellence, de l'attachement, de l'empathie et notamment chez les hommes. Elle est régulatrice de la peur et de l'anxiété. C'est également un médiateur du plaisir. Elle est sécrétée chez l'homme et chez la femme lors de l'orgasme. L'ocytocine réduit l'anxiété et le stress survenant lors des interactions sociales. On a montré qu'elle était l'hormone de la reconnaissance des visages et du lien social. Elle atténue l'activation de l'amygdale. Ceci a été mesuré par l'imagerie en résonance magnétique, survenant lors de la présentation de visages gais, tristes ou en colère. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque en pratique, ou surtout comment allez-vous la mettre en œuvre dans l'exercice de respiration? Vous pouvez simplement utiliser de nombreuses applications qui sont téléchargeables sur l'Apple Store, Microsoft Store ou Android. Et je vous recommande particulièrement Respirelac Plus pour sa simplicité d'utilisation. De nombreux réglages sont possibles, extrêmement accessibles. Alors, comment faire en pratique pour pratiquer la cohérence cardiaque? Il est recommandé tout d'abord de faire l'exercice 3 fois par jour à raison de 6 cycles par minute et pendant 5 minutes d'affilée. C'est la règle des 3-6-5. Afin de réguler l'activité cortico-surrénalienne pour la journée, la séance du matin au réveil est essentielle. Il suffit de s'asseoir au bord du lit et de réaliser l'exercice avant de démarrer cette journée. Vous allez ainsi pouvoir préparer votre organisme à un mieux-être, un meilleur équilibre, une meilleure adéquation entre les stimuli que vous recevrez et votre réaction comportementale et émotionnelle. Idéalement, vous ferez votre exercice également vers 16 heures et le soir avant de vous coucher. Plus vous serez assidu, plus vous en tirerez le bénéfice sans rien faire d'autre. La respiration doit être régulière et ample, sans forcer. Vous devez respirer de manière totalement fluide en adoptant une respiration ventrale, plus ample et sans tension musculaire thoracique. Ne pas bloquer votre respiration. Vous pouvez régler la durée de l'inspiration et de l'expiration sur votre application afin de respirer de manière confortable et adaptée à votre propre rythme respiratoire physiologique. Avec de l'entraînement, vous pourrez être efficace dès 3 minutes de pratique. Et à l'issue des 3 minutes, vous sentirez une réelle sensation de bien-être, un réel apaisement. Vous fermerez les yeux pour être plus présent à vous-même. Si pendant l'exercice des idées et des pensées vous viennent, vous pourrez les accueillir avec bienveillance et surtout, vous n'en ferez rien. Vous ne traiterez pas ces informations qui apparaissent et vous les laisserez glisser ou s'échapper, circuler comme s'il s'agissait de petits nuages qui passent dans le ciel. De la même façon, vous pourrez accueillir des messages ou des bruits dans votre environnement familier sans que cela ne vous perturbe. Restez simplement connecté et complètement connecté et concentré sur votre respiration. La cohérence cardiaque, c'est évidemment en soi un exercice bienfaisant qui va vous apporter énormément dans l'homéostasie de votre humeur et dans l'homéostasie physique, mais elle peut être également une pratique intégrative, c'est-à-dire un élément que l'on peut intégrer à la pratique de la thérapie. Et elle est particulièrement utile dans l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire, notamment par son action sur la cortico-surrénale, le circuit de la récompense et l'anxiété. Également dans le traitement de la dépression ou du burn-out, des addictions ou des dysfonctionnements sexuels. D'une façon générale, tous les déséquilibres qui engagent l'anxiété, l'humeur, les troubles de l'adaptation, les addictions et le contrôle des émotions sont particulièrement bien abordés avec cet outil qui est la cohérence cardiaque, intégrée aux autres techniques, notamment par exemple de l'hypnothérapie ou des thérapies brèves. Elle peut être utilisée utilement également comme initiateur d'une séance d'auto-hypnose.
L'exercice lui-même permet de réguler l'humeur, d'apaiser les tensions, un véritable relâchement qui permet d'entrer plus facilement dans une séance d'auto-hypnose par la suite. Enfin, et pour terminer, je vous proposerai 2 ouvrages de référence, celui du docteur David O'Hare, Cohérence cardiaque 365, qui est un ouvrage de référence en la matière, qui vous apportera beaucoup d'informations sur le comment, les tenants et les aboutissements de cette technique. Également le livre de David Servan-Schreiber, Guérir. David Servan-Schreiber a été sans doute le précurseur de l'introduction de la technique de la cohérence cardiaque en France. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de profiter pleinement des exercices de cohérence cardiaque dont vous verrez très vite les bénéfices et d'autant plus que vous le pratiquerez régulièrement. Merci pour votre attention et peut-être à bientôt. Au revoir.